un nom connu, mais aujourd'hui peut-être beaucoup de gens mettront un visage sur le nom, mais j'aimerais quand même que vous présentiez un peu au public congolais. Qui est Rex Kazadi? Je suis le porte-parole du mouvement qu'on appelle, le mouvement politique qu'on appelle BPK, la Patriotia Congo. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Ok, aujourd'hui on parle de la diaspora. Tout le monde connaît ce que c'est que la diaspora. Et aujourd'hui, vraiment, il y a un problème par rapport à notre diaspora, donc la diaspora congolaise. Aujourd'hui, on a l'impression, c'est depuis l'impression peut-être, que la diaspora ressemble à une nébuleuse. À Al-Qaïda d'ailleurs, il y en a qui disent, les mauvaises langues disent d'ailleurs que c'est Al-Qaïda, vraiment une nébuleuse. Alors, Rex Kazadi, pour vous, c'est quoi la diaspora? Que doit faire la diaspora? C'est quoi la diaspora? Pour moi, la diaspora, ce sont les fils et les filles du pays qui vivent à l'extérieur de leur pays. Oui, beaucoup de gens, moi je parle pour mon public congolais, beaucoup de gens quand ils parlent de diaspora, ils voient France, ils voient Belgique, ils voient Allemagne, et pourtant la diaspora c'est aussi le Congo-Brazzaville, la diaspora c'est aussi l'Angola, la diaspora c'est aussi la Centrafrique, on ne tient pas compte. Est-ce qu'il y a une structure qui regroupe tous ces Congolais qui vivent à l'étranger? Malheureusement non, il y a à peu près 8 millions de Congolais qui vivent à l'étranger, et malheureusement il n'y a pas de structure qui regroupe tous ces Congolais, et nous on aurait bien voulu qu'il y ait véritablement que les ambassades congolaises fassent ce relais-là, puissent savoir où sont les Congolais, puissent travailler pour les Congolais et avec les Congolais, ce qui n'est pas fait. Et pourtant, vous-même, vous êtes une élite, vous êtes quelqu'un qui a vécu longtemps en Occident, vous avez acquis quand même les manières occidentales, si je peux me permettre. Est-ce que vous n'êtes pas capable, vous, en tant que leader, de réunir ces Congolais? C'est ce que nous avons essayé de faire avec ce mouvement que vous appelez, qu'on appelle le mouvement combattant. Voilà, c'est un mouvement qui essaie de travailler pour la communauté. C'est un mouvement qui est au service de la communauté. Et c'est un mouvement qui s'appelle exactement, on est aujourd'hui, on utilise le mot de gendarme du peuple congolais. Nous nous considérons un peu comme les gendarmes du peuple, au service du peuple et pour le peuple. Mais on vous reproche à Kinshasa souvent votre violence. Vous attaquez aux hommes politiques, vous attaquez aux musiciens, vous attaquez à ceux qui ne partagent pas votre point de vue, parce qu'on pense que la violence est vraiment l'arme qu'il faut utiliser pour vous faire écouter. On dit plutôt que la violence est l'arme des faibles. Nous, ce que les gens doivent comprendre, c'est que dans tout mouvement politique, il y a des dérapages, il y a ce qu'on appelle des hooligans, comme même ici en France, vous avez des grands mouvements comme l'UMP, lorsqu'ils font leur manifestation, à la fin de leur manifestation, il y a des groupes, des groupuscules qui sont violents, qui cassent, qui frappent. Et ce n'est pas le cas de la grande majorité des mouvements congolais. La grande majorité des mouvements font du boycott, font des blocages, mais ne frappent personne. La preuve, nous avons gagné contre JB Piana dernièrement, le 21 décembre, au tribunal, c'est-à-dire de manière totalement légale. JB Piana n'a jamais été agressé, JB Piana n'a jamais été frappé. C'est le préfet de Paris qui a décidé qu'on allait annuler son concert parce que la communauté était contre. Point barre. Il y a pourtant une Kengo Adondo, par exemple, Kengo Adondo, j'aimerais simplement vous dire quelque chose. Si j'étais en face des gens du pouvoir aujourd'hui, je leur dirais, posez-vous la question, qui était au courant de là où était Kengo Adondo et qui avait intérêt à ce que Kengo Adondo se fasse agresser. Nous sommes dans la diaspora, on ne peut pas deviner la preuve. Plusieurs fois, les officiels sont venus ici en catimini, personne ne les a dérangés parce qu'on ne savait pas qu'ils étaient là. Lorsqu'ils viennent, qui donne les informations de Kinshasa? Qui a intérêt que justement certains groupuscules agressent ces autorités-là? Qui? Le problème vient de chez eux là-bas. C'est à eux de se poser la question. Il ne faut pas qu'ils utilisent leurs problèmes ou leurs querelles personnelles et le mettre sur la tête ou les dos des patriotes, combattants. Est-ce que les combattants ont accès ou est-ce que vous causez avec les autorités françaises? On a l'impression que, c'est pas pour vous injurier, mais on a l'impression que les combattants sont des voyous, entre guillemets. C'est l'impression que c'est la renvoi à Kinshasa. Est-ce que les combattants ont des dialogues? Est-ce que vous avez des dialogues avec les autorités françaises ou belges, quoi? Il fallait vous renseigner via Internet. Nous avons été accueillis au Quai d'Orsay. Dernièrement, nous avons été accueillis à l'Élysée. Donc on n'accueille pas à l'Élysée des voyous.
On n'accueille pas au Quai d'Orsay des voyous. Nous avons été accueillis par l'ambassade de la Russie. Nous avons été accueillis par le porte-parole de l'ambassade des États-Unis. On vous écoute. S'ils nous accueillent, c'est qu'ils veulent nous écouter. Ils veulent nous écouter, ils veulent savoir quelle est notre vision du pays. On est considéré comme l'une des seules oppositions crédibles au régime en place. On a suivi un moment même dans les télés françaises et télés belges comment les combattants étaient manifestés. Ils mettaient vraiment en danger même la sécurité de ces propres pays. Vous mettez en danger par exemple la sécurité ou la tranquillité belge ou la tranquillité française. Je vais vous dire. Vous embêtez les Français et les Belges chez eux. Je vais vous dire quelque chose. En France, il y a eu une manifestation, l'une des plus grandes manifestations qu'il y a eu, c'était sous Sarkozy, de 2 300 000 personnes dans les rues. Ça n'a pas ébranlé un État puissant comme la France. Ce n'est pas 5 000 ou 10 000 Congolais qui peuvent embêter la France. La France, quand elle décide, elle n'a pas besoin de qui que ce soit pour remettre de l'ordre dans son pays. Nous sommes dans un pays organisé. Et comme je vous le dis, nos actions sont non violentes. Ce n'est pas parce que les gens crient dans la rue que ça veut dire qu'ils sont violents. Les gens qui sont violents, c'est une toute infime minorité qui existe dans tous les mouvements, même les grands partis comme le Parti Socialiste, comme l'UMP ici en France, même le Parti Républicain aux États-Unis. À chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a souvent des débordements, mais ça arrive partout. Ce n'est pas spécifique aux combattants. Est-ce que vous pensez, Rex Kazadi, que votre combat impacte dans la République démocratique du Congo? Il y en a qui disent que vous combattez à 2000 km, revenez combattre. 8000 km. Si nous avons cette philosophie de dire que le combat se mène partout où nous sommes. Nous devons combattre partout où nous sommes. Chacun, chez lui, là où il est, même si vous êtes au pôle Nord, battez-vous au pôle Nord. Faites entendre la voix du Congo là où vous êtes. Et j'ai comme l'impression que nous sommes écoutés, vu que les décideurs à Bruxelles, à Paris, aux États-Unis, ils nous rencontrent. Pourquoi? Parce qu'on se fait entendre. Et ce sont les mêmes décideurs qui vont, lorsqu'ils vont au Congo, parlent à ce gouvernement et leur disent voilà ce qui se passe. Pourquoi tous les ambassadeurs sont venus voir Étienne Tshisekedi pendant les élections en leur disant s'il vous plaît, nous voulons le calme. Parce qu'ils savent que nous avons une capacité de nuisance. Nous avons une capacité de nuisance. Voilà. Faire du bruit dans Paris, empêcher les Français, comme vous avez dit, ou les Belges de dormir tranquille, c'est des nuisances. Nous sommes là pour les déranger, les empêcher de dormir, parce que chez nous, les gens meurent. Chez nous, les gens meurent tous les jours. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas un pays au monde qui a perdu autant de vies humaines qu'au Congo. 8 millions de morts. Notre pays est en deuil permanent. Parce que si ça s'était arrêté il y a 5 à 10 ans, mais ça ne s'est même pas arrêté. Aujourd'hui, le Katanga de Moïse Katumbi est la région où on meurt le plus au Congo. Plus de 500 000 déplacés. Lorsqu'on dit déplacés, nous sommes l'un des seuls pays au monde où nous avons des réfugiés. Nous avons des réfugiés à l'intérieur de notre pays. Habituellement, les réfugiés vont à l'extérieur. Ah, tu es réfugié dans ton propre pays, Mehdi. Est-ce que vous parlez directement de ce qu'a dit aux autorités congolaises? J'ai quelques contacts, quelques personnes qui estiment qu'on peut entamer des dialogues, qui n'hésitent pas à m'appeler, avec qui je parle longuement de la situation du pays. Nous sommes totalement en désaccord parce que sur certains points, parce que je ne vois pas leur travail, mais sur d'autres points, ils me disent j'ai l'impression que c'est comme s'ils n'avaient pas le pouvoir. Ouais, mais il faut que tu viennes nous aider, il faut que tu viennes nous faire. C'est pas mal de le faire. Vous êtes aux affaires, ça vous fait. Il y a eu Rex Kazadi, les concertations nationales, tout le monde à Kinshasa, une grande partie d'ailleurs, attendait la venue de Rex Kazadi. C'était quand même là aussi un lieu pour pouvoir parler de vos revendications. Pourquoi Rex Kazadi n'est pas venu à Kinshasa? Les concertations étaient extrêmement mal organisées, mal ficelées, de date en date, repoussées de jour en jour. L'organisation, on nous a donné un certain nombre de choses, un cahier des charges qui n'a jamais été respecté. On nous disait demain, après-demain, on vous donnerait tant de visas, ça viendra tel jour, etc. En termes de sécurité, on a demandé un certain nombre de choses qui soient actées avant. On nous demande d'arriver à Kinshasa
pour qu'ils nous le mettent noir sur blanc. Donc on a trouvé que ce n'était pas des choses sérieuses, que les gens qui étaient en face de nous n'étaient pas suffisamment sérieuses pour que nous venions participer à cette manifestation. Et puis en plus, nous-mêmes ici, nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants de la diaspora congolaise. Nous rendons des comptes à la diaspora congolaise. Et la diaspora, nous ne leur avons pas suffisamment expliqué notre démarche. Donc beaucoup de voix se sont levées aussi. Et tout ça, vu l'organisation et les craintes de la diaspora, nous avons été retenus, ce qui nous a empêché de descendre dans ces concertations. Mais aujourd'hui, au mois de février, lorsque je vois ce que ça a couché, cette concertation, je ne regrette pas de ne pas être venu. Est-ce que Rex Cavali peut être, ou son mouvement peut être l'alternance pour 2016 ans? Nous devons l'être. Nous devons l'être, l'alternance. Nous devons l'être. Vous savez, nous avons un leader que nous avons suivi en 2011, il était en capacité de pouvoir faire des choses. Ils doivent le faire sans demander la permission à personne. Ce pays est à nous. Donc, Kabila Joseph. Il y a des voies tout à fait prévues, il y a des voies légales pour accéder au pouvoir. Kabila Joseph est un homme du passé, vu qu'en 2016 il ne sera plus là. Je parle de la Constitution, de la légalité. 2016, Kabila n'est plus là. Donc, l'avenir, c'est qui? Une question assez personnelle, Rex Cavali, êtes-vous français ou congolais? Je suis congolais. Ça vous surprend? Je suis congolais. Je vous ai montré mon passeport plus d'une dizaine de fois. Pourquoi vous n'avez pas compris que je suis congolais? Je suis congolais. Okay. Absolument. Et que pensez-vous de la double nationalité? Vous pensez que ça peut être une des pistes de solution pour la diaspora? C'est une richesse pour tous les pays. Pourquoi la France fait la double nationalité? Pourquoi les États-Unis le font? Pourquoi Israël fait la double nationalité? Ils ont tout compris. Pourquoi chez nous ça bloque? Au départ, c'était parti d'une bonne idée. Comme quoi, contre ce gouvernement, je n'ai pas que des griefs. Au départ, c'était parti d'une bonne idée parce qu'il y avait les velléités de notre ennemi, c'est-à-dire le Rwanda, qui voulait envoyer un certain nombre de ses habitants sur le sol congolais, Nord Kivu, Sud Kivu, et pour que ces gens-là puissent prendre la nationalité congolaise. Donc c'était quelque chose qui était parti de quelque chose de vraiment positif, mais malheureusement ça a aussi pénalisé les fils et les filles du pays qui avaient fui la dictature et qui vivaient tous à l'étranger, qui représentent carrément 10% de la population congolaise, qui contribue à hauteur de plusieurs milliards à l'économie congolaise. Et ils n'ont pas le droit de voter, ils n'ont pas le droit de citer, c'est-à-dire que la diaspora n'existe pas, sauf pour les Matanga, sauf pour les Noël, sauf pour... Mais non, la diaspora pèse, compte. Elle a une véritable force. Il y avait à un moment un vice-ministère de l'étranger, ça apportait quelque chose Non, lorsqu'on envoie des gens incompétents, des gens qui n'ont pas l'assise dans la diaspora, il ne se passe rien. Il faut des véritables personnes qui sont réellement, nous on a proposé ça. On a proposé, nous représentons 10% de la population. Tous les pays, la France, les États-Unis, tout ça, ont des représentants à l'intérieur du Parlement qui viennent de la diaspora. Il faut prendre des députés parisiens, mais dans l'hémicycle au Congo. Il faut faire voter des députés belges dans l'hémicycle au Congo. Il faut faire des députés congolais de l'Angleterre dans l'hémicycle au Congo. 10%, il y a combien de députés dans l'Assemblée nationale? 550 personnes à travers le monde, ça représente quoi? Les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, etc. 50 personnes, ça représente quoi? Mais cette diaspora-là, si elle est dans l'intérieur de l'Assemblée nationale, elle peut défendre les intérêts des Congolais de l'extérieur et faire entendre la voix des Congolais de l'extérieur à l'intérieur du pays. Alors, votre dernier mot dans ces histoires? Moi, mon dernier mot, ce que je voudrais simplement dire, c'est que je rêve d'un Congo nouveau, d'un Congo apaisé, sans la guerre. Et je dis à toute la classe politique congolaise, le problème numéro 1 au jour d'aujourd'hui au Congo, c'est la sécurité. Nous sommes un pays sous génocide. On viole à tour des bras la femme congolaise. Et ça doit cesser immédiatement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien avec Rex Cavali. Je crois que vous l'avez découvert par cette interview. Alors vraiment, j'espère qu'à la prochaine occasion, il sera à Kinshasa ou dans les institutions. C'est ça votre souhait? C'est pas ça mon souhait. Mon souhait, c'est de servir mon pays. C'est dans les institutions peut-être?
On ne sait jamais. Voilà, et on se retrouvera, mesdames et messieurs, la prochaine fois. Au revoir.